Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Avant la génération des romantiques, de nombreux virtuoses avaient régné sur la musique, de Vivaldi dont je vous parlais l'autre jour, à Mozart, mais disons-le, aucun d'entre eux n'avait encore été soumis, comme celui dont je vais vous parler maintenant, au regard du public. Il ne faut pas oublier quand même que pendant très longtemps, la musique était l'apanage de riches protecteurs. On jouait dans les salons, on jouait devant des petites cours de connaisseurs. Il a fallu attendre la Révolution et les grands bouleversements de la fin du XVIIIe siècle pour que tout ça change, bien entendu. Le mécénat s'est mis à décliner et les musiciens ont dû aller toucher un public plus vaste. Et ce nouveau public, eh bien, il a demandé des héros. Il a demandé des gens, des pianistes par exemple, qui se transformaient en chevaliers du clavier. Parmi les nombreux prétendants à ce nouveau rôle de héros de la musique figuraient des compositeurs comme Mendelssohn et Chopin. Chopin qui affectionnait plutôt les salons, parce que vous savez qu'il avait des inhibitions qui le retenaient de jouer les batteurs d'estrade. On pourrait en citer d'autres moins connus, Dréchock, dont les mains, dit-on, survolaient le clavier, Alcan, qu'on surnommait le reclus, de Meyer, le clown. Lui, il arrivait carrément à jouer avec les coudes, vous imaginez. C'était presque des numéros de cirque. Herz, le dandy viennois qui devait conquérir l'Amérique. Et puis le grand rival de Franz Liszt, Sigismund, si vous voulez, Thalberg, dont certains disaient qu'il avait 3 mains, carrément. Alors, quelle est au milieu de ces dieux du concert la place de notre Liszt ? C'est une place très importante puisque c'est à lui essentiellement qu'on va devoir la notion de récital. Il va inventer cette forme de spectacle, si vous voulez. Et lui-même d'ailleurs le disait, le concert, c'est moi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le petit Franz était né dans un village de Hongrie. Très tôt, il s'est rendu à Vienne pour suivre les cours d'Antonio Salieri, que vous connaissez, et de Karl Czerny, que connaissent très bien les apprentis pianistes. Moi, il m'a torturé pendant des années, ce Czerny, enthousiasmé du reste par le talent hors norme de ce garçon. Czerny va refuser que Liszt ne le rétribue. Il dira de lui: la nature avait engendré un pianiste. Et c'est vrai que ce petit Franz peut tout jouer dès la première lecture. Il improvise avec un brio qu'on ne voit pas tous les matins. Czerny déclare au gamin de 12 ans n'avoir bientôt plus rien à lui apprendre et il lui recommande d'aller poursuivre ses études dans la ville phare de l'Europe de l'époque, Paris avec son célèbre conservatoire de musique. Donc Liszt arrive en France en 1823. 1823, ça veut dire qu'on est sous le règne de Charles X. Disons clairement qu'il va être déçu par l'accueil que lui réserve la capitale française, et il y a de quoi. Luigi Cherubini, qui est le patron du conservatoire, s'en tient à la règle qui interdit l'accès du conservatoire aux étrangers, ce qui, vous avouerez, n'est pas très magnanime de la part d'un Italien naturalisé. Heureusement pour notre jeune prodige, il y a un célèbre facteur de piano qui va remarquer sa virtuosité. Il s'appelle Erard. Et c'est donc Monsieur Erard qui va offrir au jeune Franz Liszt un instrument tout à fait moderne, du dernier cri, avec un clavier qui permet la répétition rapide d'une note, ce que les professionnels appellent le double échappement. Eh bien, grâce à ce piano ultramoderne, Liszt va pouvoir emballer les Parisiens, et surtout les Parisiennes, disons-le. La presse le porte au nu. Dans un article publié par le Drapeau Blanc, nous sommes là le 9 mars 1824, Alphonse Martinville s'enflamme. « C'en est fait depuis hier soir, je crois à la métempsychose, dit-il. Je suis convaincu que l'âme et le génie de Mozart sont passés dans le corps du jeune Liszt. C'est Mozart lui-même, jamais l'identité ne s'est manifestée par des signes plus évidents. Ses petits bras atteignent à peine les 2 extrémités du clavier, ses pieds touchent à peine les pédales, et pourtant, il est le premier pianiste d'Europe. »
En 1824, Liszt va faire plusieurs tournées en Angleterre, en Irlande et donc à travers la France. Un de ses rivaux doit convenir que par sa puissance et sa faculté à vaincre les difficultés, c'est une citation, il surpasse tout ce qu'on n'a jamais entendu. Il n'empêche, il a peut-être un peu trop joué, notre Franz. La fatigue commence à se faire sentir. Il a 16 ans maintenant. Il s'en va faire une cure au bord de la mer, à Boulogne, avec son père, Adam Liszt. Et le jeune homme, à ce moment-là, va montrer des penchants pour l'ascèse, pour la religion. Il est très versé dans la religion. Et c'est le moment où son père tombe malade de la typhoïde et il succombe. Ceci n'est peut-être pas étranger à cela. Dans ces derniers instants, le père mourant se montre prophétique en prévoyant que la passion de Franz pour les femmes risque d'être plus forte que son dévouement pour la musique. Eh oui. En attendant, Franz est bouleversé. La mort de ce père, évidemment, a tout changé. Il va abandonner les récitals. Il s'en va vivre paisiblement avec sa mère à Paris. Il vit de ses leçons. Il est déjà un maître réputé, bien entendu. Et c'est vrai que papa avait bien vu. Voilà déjà qu'il tombe amoureux d'une de ses élèves. Elle s'appelle Caroline de Saint-Cricq. C'est une jeune aristocrate de son âge. Les leçons de musique vont devenir bientôt des lectures poétiques, des lectures effusives. Le père de la jeune fille, avant de ce qui est en train de se tramer dans la salle de musique, et il interdit à sa fille de revoir cette espèce de gredin. Au passage, il va d'ailleurs la marier, sa fille, j'allais dire de force, en tout cas contre son gré, il la marie à un diplomate, pauvre Liszt, alors qu'éclate la révolution des Trois Glorieuses qui va porter Louis-Philippe sur le trône en France. On est donc en 1830, vous l'avez compris, à l'été 1830, eh bien, Liszt, lui, ne songe qu'à penser ses blessures d'amour. Vous écoutez Radio Classique. Vous avez bien compris que c'est donc à Paris, le Paris des salons de l'époque romantique, que se forge la carrière du jeune Franz Liszt. C'est dans la capitale de la France qu'il rencontre ses premiers triomphes. Il faut se représenter le portrait peint par Lehmann et qui donne à voir l'ambivalence un peu magnétique de ce jeune homme romantique qui est tenaillé entre d'un côté une incroyable soif de reconnaissance et de gloire et de l'autre un penchant marqué pour une solitude de plus en plus religieuse. Liszt travaille son instrument encore et toujours. Il lit beaucoup, y compris en jouant. Quand je dis en jouant, oui, c'est qu'il dépose des livres ouverts de Dante, de Shakespeare, de Lamartine, comme ça, sur son pupitre, pendant que les doigts continuent de balayer l'étendue du clavier. De son piano, il dit « C'est pour moi ce qu'est au marin sa frégate. C'est ce qu'est à l'arabe son coursier. C'est ma parole, c'est ma vie. » Il en fait un outil de conquête d'ailleurs. Conquête de répertoire, de diffusion, grâce à une technique transcendante qui lui permet de transcrire les œuvres symphoniques d'un Beethoven ou d'un Berlioz. Et donc, toute la musique, j'allais dire, fait ventre, fait piano pour Liszt. Et puis, c'est aussi un outil de conquête sociale, puisque vous avez bien compris qu'il assoit sa réputation auprès de la haute société parisienne et européenne. Et puis, c'est aussi, disons-le, un outil de conquête galante. Vous connaissez peut-être la phrase de Nietzsche, « Liszt ou le style courant après les femmes ». Ce dont je vous parle là, c'est avant la rencontre avec Marie Dagou en 1832. Début d'une relation tumultueuse, nourrie d'échanges épistolaires qu'atteste une abondante correspondance. Nous allons y revenir. Sigismond Albert, en tout cas, est toujours là. J'allais dire, il est dans les pattes de Liszt et enchaîne les succès parisiens, profitant de l'absence de Liszt qui va séjourner en Suisse en compagnie de Marie Dagou. C'en est trop pour notre compositeur et interprète qui, de passage dans la capitale, non seulement s'y produit à son tour en mettant le public à ses pieds, mais décide en quelque sorte de joindre le discours à la méthode en attaquant son rival par presse interposée. C'est dans la revue Critique le 8 janvier 1837 qu'il décoche une belle flèche empoisonnée à qui vous savez, le goût, ou pour dire plus exactement, la prédilection exclusive du public pour les choses médiocres nous sont connues d'ancienne date, il est vrai. Toutefois, nous avions pensé à tort jusqu'ici qu'à défaut d'art, il se faisait au moins besoin d'un certain amusement et que des productions appartenant directement et absolument au genre ennuyeux ne trouvaient jamais grâce auprès d'un auditoire français. Nous confessons humblement nous être trompés. La fantaisie de M. Thalberg nous donne un démenti des
plus formelle, car non seulement c'est là l'une des œuvres les plus prétentieusement vides et médiocres que nous sachions, mais encore c'est là une chose souverainement monotone et partant souverainement ennuyeuse. Ah oui, ça n'est pas une petite critique comme ça. On est dans l'attaque pure et dure. La presse, il faut vous le dire, est acquise à Liszt. Lamennais, devenu rédacteur en chef du Monde, orchestre une habile publicité et Franz va pouvoir rejoindre Marie à Nohant, où les accueille leur ami George Sand. Il arrive à Nohant l'esprit tranquille, il pense avoir une bonne fois pour toutes rebattu son caquet à l'insolent qui voudrait lui tailler des croupières. Et c'est alors qu'entre en scène l'excentrique princesse de Belgio-Rosso, qui est l'égérie la plus originale du faubourg Saint-Germain. Elle a traduit Vico. Elle est surnommée aussi bien la princesse rouge que la Sanseverina. Il faut vous dire qu'elle passe pour avoir servi de modèle à Stendhal. Elle demande aux deux artistes rivaux, il faut vous dire qu'à l'époque, les deux ont 24 ans et les deux sont un peu la coqueluche des salons et des salles de concert. Eh bien, elle va leur proposer de se confronter dans son propre salon au profit de la cause des Italiens qui lui étaient chers. On est le 31 mars 1837. Le tout Paris est présent pour ce grand événement. Non seulement Liszt et Thalberg venus pour en découdre, mais aussi tout ce qu'on compte de grands musiciens dans la capitale. Il y a la Chopin, il y a Czerny qui est venu. Et il faut dire que tous sont des virtuoses de premier plan, bien entendu. Thalberg joue sa fantaisie sur le Moïse de Rossini et Liszt sa fantaisie sur la Niobe de Pacini, nous raconte Serge Gude dans sa biographie de référence, qui est parue chez De Fallois. De la vie générale, et malgré le soutien de Thalberg par le noble faubourg et le comte d'Apponie, Liszt l'emporte sans hésitation. Pour adoucir la chute de Thalberg, la princesse, dit-on, eut un mot habile qui fit le tour de Paris. Thalberg est le premier pianiste du monde, mais Liszt est le seul. Pour bien marquer qu'il est le maître de la situation, Franz Liszt donne encore un dernier concert le 9 avril dans les salons Erard et aussitôt le voilà reparti avec Marie pour Nohant. Voilà une vie menée à un train d'enfer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au sortir des Trois Glorieuses, Liszt a fait la connaissance de Berlioz, Paganini et Chopin, trois musiciens qui vont avoir une influence durable sur son œuvre. Grâce à Chopin, d'ailleurs, il va rencontrer son premier véritable amour à la faveur d'une fête où il se produit au piano devant un auditoire restreint d'artistes. Il y a Haydn, Rossini, Delacroix, Meyerbeer, George Sand. C'est une scène dont s'est souvenu le peintre autrichien Dannhauser dans sa célèbre toile Liszt au piano. Une autre invitée donc est là, elle s'appelle Marie Dagou, elle est profondément émue par Franz et tout de suite elle est tombée sous son charme comme en témoignent ses mémoires. Sa taille haute, dit-elle, mince à l'excès, un visage pâle avec de grands yeux d'un vert de mer où brillaient de rapides clartés semblables à la vague quand elle s'enflamme, une physionomie souffrante et puissante, une démarche indécise et qui semblait glisser plutôt que se poser sur le sol, l'air distrait, inquiet, et comme d'un fantôme pour qui va sonner l'heure de rentrer dans les ténèbres, tel je voyais devant moi ce génie, dont la vie cachée éveillait à ce moment des curiosités aussi vives que ses triomphes avaient naguère excité d'envie. Et puis, dit-elle, ses gestes, son sourire tantôt profond et d'une douceur infinie, tantôt caustique, semblaient destinés à provoquer en moi l'assentiment le plus intime. C'est magnifiquement écrit. La comtesse Dagou a 28 ans. Marie Dagou, elle est déjà mère de 2 enfants. À l'époque, elle est séparée de son mari, le comte Charles-Louis Constant Dagou, et mène une existence qu'il faut bien qualifier d'indépendante et consacrée à des travaux qu'elle veut littéraires. Vous avez vu qu'elle a beaucoup de talent. Sa liaison avec Liszt est difficile. Ça va durer 10 ans, tout ça. En 1835, ceux que George Sand surnomme déjà les galériens de l'amour vont élire domicile en Suisse, le temps que s'estompe un scandale difficile à étouffer. Marie va donner naissance à Blandine, à Cosima, à Daniel. Liszt étudie Goethe. Il faut vous dire que Marie est germaniste. Il approfondit Dante à ses côtés. Il s'applique à la composition avec ses années de pèlerinage qui sont des évocations lyriques des voyages qu'il a pu effectuer avec Marie. Mais
Liszt apprend que les crues du Danube ont provoqué de terribles inondations. Il trouve l'excuse qu'il attendait pour s'échapper d'un environnement familial perçu comme de plus en plus étouffant. Il va redécouvrir à ce moment-là le sens du mot patrie. Ô mon sauvage et lointain pays, écrit-il, ô mes amis inconnus, votre cri de douleur m'a ramené vers vous. Le voilà d'abord à Vienne et puis en Hongrie même, où il va donner une série de concerts pour venir en aide aux populations touchées par ces inondations. L'accueil est triomphal et ça le grise, bien entendu. Il a retrouvé là le goût de la gloire et ça va avoir sur sa vie de couple des répercussions dommageables. Partout, l'accueil est délirant. Sa voiture est souvent escortée par des meutes d'étudiants qui essaient de porter la voiture même en triomphe. Des femmes conservent les mégots de ses cigares dans leur corset, comme si c'était des reliques, vous savez. Si son train a du retard, eh bien, on achemine un piano sur le quai afin qu'il puisse jouer devant une foule omniprésente de plusieurs milliers de personnes. On n'imagine pas ce qu'a pu être celui qu'on doit pouvoir surnommer la superstar de son temps, l'enfant chéri des cours, des salons, des salles, de partout. Il décrit même complaisamment ses conquêtes dans ses lettres à Marie. Il y a Bettina von Arnim, qui est une proche de Beethoven et de Goethe, un lutin d'une intelligence magnétique, dit-il, et Charlotte von Hagen, l'odalisque de Deux Rois, la chanteuse Caroline Unger, la pianiste Camille Pleyel et Mariette Duplessis, la dame aux camélias, n'est-ce pas? Ces liaisons prennent parfois d'ailleurs un tour assez orageux et j'aurai peut-être un jour l'occasion de vous raconter celle qu'il a pu entretenir avec la célèbre Lola Montez. En 1847, Marie, qui se dit qu'elle a peut-être quand même assez supporté maintenant les frasques de Liszt, met fin à la relation par une lettre de rupture. Il faut vous dire que ça faisait des années maintenant que les nuages s'étaient amoncelés dans le ciel de ce couple-là. « Qu'ai-je à faire d'un séduisant bon à rien » lui écrit-elle, « d'un don Juan parvenu à demi saltimbanque, à demi prestidigitateur, qui fait disparaître idées et sentiments dans sa manche et regarde avec complaisance le public ébahi qui l'applaudit. » 10 années d'illusion. N'est-ce pas le comble de l'extravagance? Adieu, mon cœur éclate d'amertume. Et dans la foulée, elle va publier sous le pseudonyme de Daniel Stern un roman Nélida, qui est l'anagramme du nom de leur fils, Daniel. Nélida, dans lequel elle dépeint Liszt sous un jour assez cru et, disons-le, peu flatteur. Et Liszt verra là l'attaque injuste d'une femme délaissée. À la mort de Marie, celui qui entre-temps a reçu les ordres mineurs et donc est devenu l'abbé Liszt, écrit à sa nouvelle compagne, la comtesse Caroline de Sayn-Wittgenstein, ce billet « Les journaux m'apprennent la mort de Daniel Stern ». Vous vous rendez compte le nom qu'il lui donne, son pseudonyme d'écrivain. « Les journaux m'apprennent la mort de Daniel Stern, à moins d'hypocrisie. Je ne saurais la pleurer davantage après son décès que de son vivant. » Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1842, Liszt est nommé chef d'orchestre à Weimar. Ça va être la Glanz période. C'est terminé en tout cas de la Glanz période. Maintenant, c'est la nouvelle période où il va déployer une intense activité artistique tout en s'accomplissant pleinement. Sa musique a évolué pendant ce temps-là. C'est Alfred Brendel, vous savez, le grand pianiste, qui disait « La musique de Liszt, à la différence de celle de Mozart par exemple, est le miroir fidèle de l'homme. » Et oui, c'est vrai qu'on voit la musique évoluer en même temps que le personnage lui-même. Jérémy Bigori, qui a préparé cette émission, nous propose de reprendre les stades qu'avait établi le philosophe danois Kierkegaard pour définir les stades de l'existence de Liszt. D'abord, il y a Don Juan, c'est la classification de Kierkegaard. Don Juan jusqu'en 48, donc ce que je viens de vous raconter, le jouisseur, le prodige batteur d'estrade de la Glanz période, dont les relations avec Marie Dagou ont défié la chronique. Ensuite, Faust. Faust, alors, c'est de 49 à 61. Il est donc Kapellmeister à Weimar, théoricien de la musique de l'avenir, en but aux réticences de tous les conservateurs qui, à Weimar, font entendre leur voix. Et puis, pour finir, Ahasverus, le juif errant, jusqu'à sa mort en 86, l'aventure perpétuelle, qui est celle poursuivie par l'harmonie des dernières pièces pour piano, la quête d'absolu entre Rome, Weimar et Budapest, la quête d'un homme qui aura troqué les brillants habits du virtuose pour la bure des franciscains. Vous écoutez Radio Classique.